Donc avant de commencer, là je voulais commenter simplement ce premier transparent qui évidemment ne fait pas partie du cours, c'est simplement que on va avoir une conférence événement le lundi 13 avril. C'est quelque chose qui s'est fait pour la première fois, je pense, avec la chaire Innovation technologique et Philippe Walter l'an dernier, à la fois avec le musée de Cluny et avec la Cité de céramique de Sèvres. Donc là, ce sera un événement qui sera plus ramassé, puisqu'on aura les 3 collections parisiennes de minéraux qui sont représentées. Ces 3 collections représentent, lorsqu'elles sont regroupées, la plus grande collection de minéraux du monde. Et elles ont 3 philosophies différentes. Je ne vais pas évidemment vous en parler aujourd'hui. Ce sera justement l'occasion, le 13 avril, pour ceux qui viendront, de découvrir ça. Et donc chaque conservateur amènera avec lui 3 échantillons exceptionnels donc, qui seront filmés et sur lesquels donc, on discutera. Donc il y aura des visions, il y aura des échantillons qui sont historiques, qui datent d'avant la Révolution. Il y aura des échantillons qui sont exceptionnels en termes de qualité et qui ont une histoire parfois assez complexe. Et puis il y a des échantillons qui permettent de faire le lien avec la chair, c'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire de montrer que lorsqu'on regarde un minéral, on a accès aussi à des visions économiques et donc de pouvoir illustrer à quoi servent ces minéraux. Donc vous voyez, il y aura toutes les discussions, toutes les directions de discussion plutôt, économiques, historiques, artistiques. Ce sera même des liens avec la poésie, avec la littérature, donc, notamment pour ceux qui connaissent Roger Caillois, qui était donc un académicien de l'Académie française qui a beaucoup écrit sur les minéraux et qui a beaucoup composé de poèmes très très beaux sur justement le monde minéral et ce que le monde minéral a fait au niveau esthétique. Voilà, donc ce sont ces différentes sensations et impressions que l'on essaiera de faire partager donc avec l'audience. Et ça se prolongera donc évidemment comme toutes les réunions, comme tous les cours et comme toutes les conférences du Collège de France, elles sont ouvertes de façon spontanée à tout le monde. Ce sera dans le grand amphithéâtre Marguerite de Navarre où a eu lieu la leçon inaugurale. Sur inscription, pour des raisons de sécurité, puis surtout pour des raisons de logistique, il y aura des possibilités de visite des collections parisiennes, donc, qui seront faites par les conservateurs. Donc pour les personnes qui sont intéressées, donc on va essayer ça c'est un petit peu de logistique, on va essayer de gérer ça donc, pour donner accès à ceux qui ne les connaissent pas à ces 3 collections, qui permettra aussi de voir aux personnes, même celles qui les connaissent, ça leur permettra de voir aussi des échantillons qui ne sont pas montrés au public d'habitude. Voilà. Donc c'est en complément des cours et en complément du colloque final dont je parlerai au moment du dernier cours. Lorsque j'arrêterai le dernier cours, c'est le moment traditionnel où on parle du colloque final qui terminera l'activité de la chaire le 4 et 5 juin avec donc sur un programme que je vous commenterai à ce moment-là. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder un aspect un peu moins strictement scientifique donc, des ressources minérales. Donc c'est vrai que le scientifique s'efface un petit peu, le domaine scientifique s'efface un petit peu sur le domaine de la réflexion, sur le domaine donc, de où est-ce qu'on va aller avec l'utilisation des ressources minérales, jusqu'où on peut aller. Et donc on va démarrer donc, 3 cours avec la durabilité des ressources aujourd'hui, l'aspect recyclage, cycle de vie, réhabilitation des sites exploités, donc le futur, la projection sur le futur et l'évolution très importante des pratiques minières depuis quelques décennies. Et on terminera par les métrocritiques sur le dernier cours, donc justement qui inclut aussi des aspects politiques que nous aborderons de façon très pudique, très légère, n'étant pas trop dans le domaine. En revanche, on est tout à fait partie prenante sur les paramètres qu'on verra déjà tout à l'heure sur des paroles qui sont parfois prononcées de façon un peu légère et contre lesquelles on souhaite réagir avec force. Donc je vais commencer donc, par reprendre donc en introduction les 3 cercles vertueux donc, qui définissent le développement durable. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement classique. J'ai repris donc une présentation qui montre plutôt les disciplines telles qu'elles sont impliquées, donc avec les sciences qu'on appellera les sciences dures, donc au travers des impacts écologiques.
des sciences sociales, mais qui sont donc en interaction évidemment avec les sciences dures, parce que les impacts sociaux dépendent aussi très souvent des méthodes qui sont utilisées pour exploiter et donc de la ressource initiale. Et on retrouve aussi les sciences, donc ce n'est pas vraiment coupé de façon stricte, au travers de la technologie et au travers des aspects économiques. Donc vous savez que le développement durable marche sur trois pattes, c'est-à-dire les impacts écologiques, les impacts sociaux et sociétaux, et évidemment, donc ça ce sont deux sorties, je dirais, parce qu'en général ça coûte de l'argent, entre guillemets, et donc il faut évidemment faire rentrer de l'argent si on veut pouvoir le dépenser, et donc c'est l'aspect justement économique qui est de savoir si la ressource est économiquement rentable au niveau de l'utilisation. Donc la phrase du bas, effectivement, est une introduction au cours d'aujourd'hui, qui est que l'aspect développement durable appliqué donc, aux ressources minérales est un aspect qui est original. On n'est pas dans la protection de la biosphère, on n'est pas dans la protection des eaux, par exemple, du monde aquatique, de la qualité de l'eau. Ce sont en effet les ressources biologiques, les ressources en eau, même à un certain niveau les ressources atmosphériques, sont des ressources qui vont pouvoir se renouveler, qui vont pouvoir s'échanger très facilement. En revanche, les ressources minérales, eh bien, on a bien l'impression que lorsqu'on a exploité une mine, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et ce n'est pas réconciliable, on ne peut pas dire, ben maintenant on prend une gomme et on gomme tout ça. Donc on est, j'allais dire, dans le cas extrême de l'utilisation du concept de développement durable, puisqu'on sait qu'a priori, il n'y a pas de développement durable associé à une activité minière, puisqu'on a extrait une ressource qui ne reviendra pas et qu'on ne pourra jamais régénérer. Donc ça, c'est un point important, c'est un point qu'on va retrouver un petit peu prégnant pendant tout le cours, et je vous montrerai comment on s'en sort et comment on a une analyse qui n'est peut-être pas aussi rapide et aussi directe que celle que font les collègues qui travaillent dans les autres domaines du développement durable. Donc juste un paramètre que j'aime beaucoup rappeler, c'est le poids de la Terre. Donc on est en milliards de tonnes, effectivement, et même 6 000 milliards de milliards de tonnes. C'est vrai que les quantités sont importantes, mais on va voir qu'on est sur des grandeurs maintenant, les volumes exploités sont tellement importants, on est sur des grandeurs qui sont commensurables avec ces gigantesques grandeurs qui décrivent la planète Terre. Donc vous voyez par exemple l'exploitation annuelle de sables et graviers, eh bien, on montrera tout à l'heure qu'elle est tout à fait voisine de ce qui se passe lorsque l'on a une érosion physique, l'érosion physique qui fait disparaître des surfaces considérables de sol, par exemple à la surface de la Terre, et on verra qu'on est dans les mêmes unités, en tout cas dans le domaine du milliard de tonnes. Et donc on va reprendre ce diagramme un peu plus en détail dans un instant, où justement on voit que les formations de gisements que l'on trouve donc à la surface de la, enfin, dans les derniers kilomètres de la Terre, dans ce qu'on appelle la lithosphère, eh bien, on va effectivement en tirer un bénéfice économique. On va, dans certains cas, donc, réhabiliter les sites et donc faire redéposer des matériaux dans les cavités qu'on a exploitées. Lorsqu'on est vertueux, et on verra ça donc la prochaine fois, on sait être vertueux jusqu'à un certain point, en tout cas, on sait recycler effectivement un certain nombre de métaux, un certain nombre de matières premières de minéraux industriels, par exemple. On verra que ce recyclage n'est jamais total par définition, qu'on a une perte de qualité, mais ce recyclage existe et effectivement, il est encouragé de plus en plus pour que l'on ait une économie qui soit de plus en plus circulaire. Et évidemment, on a des impacts des impacts au niveau écologique. Donc, ça peut être, ce qu'on appelle des fuites, entre guillemets. Ça peut être au niveau de l'exploitation des mines, ça peut être au niveau de l'aval, lorsque l'on va laisser des déchets liés à l'utilisation des matières premières minérales, l'utilisation des métaux, par exemple, dans l'environnement, qui vont venir contaminer, être autant de contaminants du milieu écologique. Alors, lorsqu'on regarde un peu dans le passé, dans l'histoire des derniers siècles, on est intéressé de voir que les sauts technologiques ont effectivement guidé progressivement l'évolution des techniques qui ont été utilisées par l'homme, qui ont été d'abord mises au point par les chercheurs, développeurs, et ensuite utilisées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc là,
ces ondes successives qui permettent d'expliquer le progrès depuis les premières machines à vapeur. Je ne vais évidemment pas le détailler, on est dans un cours qui a matière première, donc on ne va pas détailler les progrès technologiques successifs, mais on est vraiment impliqué là-dedans. Et on voit que ces progrès successifs sont de plus en plus resserrés dans le temps. Et on va avoir donc sur quelques décennies la possibilité de voir plusieurs vagues successives, par exemple donc avec l'électronique, la pétrochimie, donc qui est relayée par les biotechnologies et l'économie digitale et tout ce qui est nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître. Maintenant qu'on a bien démarré le XXIe siècle, alors qu'il y a 300 ans, eh bien, en général, une vie humaine se passait à l'intérieur des mêmes concepts technologiques, et on a effectivement maintenant à s'adapter au cours d'une vie humaine à plusieurs types de développement technologique. Et ça va s'accompagner de problèmes, de gros problèmes économiques, puisque certaines entreprises qui ne vont pas s'adapter vont être obligées de fermer puisque leurs produits ne seront plus du tout adaptés. Et donc, effectivement, l'importance de la durabilité au niveau technologique, c'est une question de survie pour l'industrie, qui lui permet justement de pouvoir passer donc à l'étape suivante au niveau technique. Alors, c'est intéressant de se mettre aussi dans le contexte historique lorsqu'on compare les matières premières minérales et l'ensemble des ressources qui sont exploitées. Alors, ces matières premières minérales, c'est ce qui est ici en jaune. Donc, vous voyez, c'est toujours assez mineur. C'était relativement faible et ça devient un peu plus important maintenant. On voit qu'il y a 100 ans, lorsqu'on était au début du XXe siècle, ces matières premières minérales donc, étaient exploitées et donc généraient donc, des revenus qui étaient vraiment voisins du produit intérieur brut, et que depuis quelques dizaines d'années, le produit intérieur brut va petit à petit augmenter beaucoup plus vite que le revenu qui provient de l'exploitation de l'ensemble des ressources primaires, qui peuvent être la biomasse par exemple. Donc là, il y a les matériaux de construction, les substances énergétiques qui sont en orange, et donc les substances minérales, les matières premières minérales plutôt, donc en dehors des matériaux de construction qui se trouvent ici. Et donc on a donc ici, c'est exprimé donc en moyens financiers, et ce qui est intéressant, c'est que ça progresse à peu près de façon voisine avec les quantités qui sont extraites. Donc, ces matières premières minérales deviennent effectivement importantes, gardent donc un aspect très important par rapport à ce qu'elles avaient au début du XXe siècle, où elles étaient relativement faibles par rapport à la production agricole. Lorsqu'on fait un zoom sur les 20-30 dernières années, donc on se trouve ici répartis entre les minerais donc, qui sont ici en blanc et puis les minéraux industriels et matériaux de construction, les deux sont ici confondus, qui se trouvent ici et qui sont donc très importants une fois qu'on les a intégrés par rapport là aussi aux activités agricoles et forestières. Ces matériaux de construction, on en aura peu parlé, c'est une question de temps, j'ai fait le choix de ne pas beaucoup en parler, mais ils sont extrêmement importants. On en reparlera un petit peu en termes de recyclage, en termes de fin de vie des exploitations, parce que ça impacte beaucoup justement les paysages, y compris dans les pays comme l'Europe occidentale, où justement par exemple les granulats, donc, qui seront nécessaires pour par exemple faire des bétons, eh bien, ces granulats exploités dans les rivières posent des problèmes environnementaux majeurs et sont de plus en plus sujets à une réglementation stricte pour essayer d'en limiter l'impact. Et on verra à plusieurs reprises un point qui pour moi est très important, c'est de voir en quoi les matières premières minérales vont être importantes dans les grands échanges internationaux, dans les échanges financiers qui vont avoir des pays exportateurs de substances minérales vers des pays qui sont à ce moment-là importateurs. Et lorsqu'on regarde un diagramme comme celui-là, là aussi on se trouve sur 30 ans, hein, donc l'évolution donc, des ressources donc normées donc, par rapport à leur prix, pour pouvoir les comparer. Lorsqu'on a donc au niveau mondial donc une évolution qui est légèrement
en déclin, et on voit que, donc en termes de coûts, en tout cas, ça veut dire qu'effectivement les matières premières minérales reviennent moins cher, donc on a un problème de rentabilité entre guillemets et de revenus notamment pour les pays du Sud. Et donc en haut, donc avec un triangle, c'est l'Afrique, et on voit effectivement le continent africain qui est devenu maintenant le pays le plus rentable entre guillemets, donc au niveau de l'extraction de ces ressources minérales, même par rapport donc au pays de donc la Russie, au pays de l'est de l'Europe. Et donc ici on a l'Amérique latine, donc qui se trouve ici. Donc l'Europe, et ce qui est intéressant en diagramme, c'est que ça nous rappelle que l'Europe a très peu de ressources minérales, donc que l'on exploite très peu pour des raisons que l'on verra dans le prochain cours, donc qui est notamment l'occupation de l'espace, les compétitions entre les différentes occupations de l'espace urbain, l'espace protégé, donc ce sont les parcs notamment, et l'espace agricole. Donc c'est une autre utilisation de l'espace, et donc l'espace sauvage qui n'est ni protégé spécifiquement et ni utilisé pour l'agriculture et qui reste sauvegardé. Donc on a effectivement très peu d'espace pour envisager une exploitation de taille au niveau notamment minier. Alors, lorsqu'on commence à intégrer les différentes étapes qui permettent d'utiliser donc un métal, on va traverser différents environnements. Donc, on est d'abord au niveau de l'activité minière proprement dite. Donc, on exploite le minerai. On va ensuite traiter le minerai. On va fabriquer des métaux, dans le cas donc, de ces minerais, donc, qui vont permettre donc, de faire les produits qui vont être utilisés. Et là, on arrive à la fin de vie du produit. Et ce qui se passe, c'est que soit on fait effectivement le stocker de façon provisoire, soit plus ou moins sauvage, soit on va avoir effectivement des décharges où on va incinérer les produits, donc ils vont effectivement avoir des impacts environnementaux qui peuvent être importants et qu'on commence à effectivement bien maîtrisés en termes législatifs, on les connaît depuis longtemps, et on arrive à exprimer les paramètres qui permettent aux législateurs d'opérer pour limiter donc, les impacts sur notre environnement. On sait que la quantité de déchets qui augmente n'est pas du tout bonne pour l'environnement, et donc il faut effectivement le maîtriser. Le souhait, évidemment, idéal, c'est le recyclage, qui est indiqué ici de façon formelle ou informelle. Informelle, c'est-à-dire que l'on trouve un intérêt économique à recycler certains matériaux, donc l'industriel ou des industriels vont effectivement se saisir de ce recyclage, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, bien avant qu'il y ait une législation là-dessus, simplement que la législation, c'est l'aspect formel, le législateur intervient pour augmenter, pour encourager ce recyclage de façon à limiter les prélèvements de matières premières, donc au niveau minier. L'aspect que l'on verra. Donc on se trouve effectivement à avoir des transferts progressifs de ces métaux depuis la lithosphère, donc depuis les derniers kilomètres de la planète Terre, les derniers kilomètres vers la surface de la planète Terre, vers ce que l'on appelle la technosphère, c'est-à-dire les environnements anthropisés que l'homme a créés. Et ce que l'on essaye, c'est d'éviter qu'il y ait des fuites, des fuites, donc ces flèches là qui partent vers ici, mais qui en fait pourraient partir, on pourrait tout à fait imaginer il faudrait avoir des flèches au niveau du traitement de minerais, au niveau même de la mine, qui vont avoir des impacts sur l'environnement. Et donc ces impacts, ils vont affecter l'hydrosphère, qui est tout simplement parce que l'eau dissout, et donc ça va être un vecteur très important de contamination en métaux lourds, et puis d'augmentation du stock de métaux lourds qui est en circulation. C'est pareil pour l'atmosphère, on en verra un exemple tout à l'heure pour le mercure, et évidemment ça va avoir des incidences sur la biosphère, et donc non seulement au niveau écologique, mais même au niveau santé, donc sur l'homme. Il faut donc augmenter les taux de recyclage, améliorer plus exactement les procédés. Et les procédés, on va les avoir sur tous les domaines, c'est-à-dire ça va démarrer au traitement de minerais,
jusqu'aux procédés de recyclage qui sont, dans les deux cas, on verra justement qu'il y a parfois un parallèle entre le traitement de minerais et le traitement de déchets, qui sont souvent appelés d'ailleurs des matières premières secondaires. On va les aborder un peu comme si c'était un nouveau gisement, et on parle souvent d'ailleurs de gisement urbain pour parler donc de ces déchets et donc des ressources que l'on peut en retirer. Justement, il y a quand même des aspects positifs, évidemment, il y a évidemment des aspects positifs pour retirer donc les matières premières à partir du traitement donc de ces déchets. Et alors une spécificité que l'on a depuis quelques dizaines d'années, c'est au niveau des produits de haute technologie. Les produits de haute technologie font appel à un nombre de plus en plus élevé d'éléments chimiques distincts. Il est classique de dire qu'un téléphone portable fait appel à plus d'une cinquantaine d'éléments chimiques différents. C'est quelque chose qui était différent il y a 50 ans, il y a 100 ans. Lorsqu'on regardait une machine, eh bien, il y avait des métaux de base, et puis c'était pratiquement tout. Donc maintenant, effectivement, ces produits de haute technologie vont disperser dans la technosphère des métaux de très haute valeur ajoutée. Simplement que leur recyclage, c'est-à-dire leur localisation dans le produit initial, en fait, leur recyclage est extrêmement difficile. On verra tout à l'heure, les quantités impliquées dans un téléphone portable, dans une tablette, sont des quantités qui sont ridicules, même s'il y a des dizaines de millions de tablettes qui sont en circulation et donc des stocks absolument considérables de ces métaux lourds, de ces métaux de haute technologie, qui sont aussi des métaux lourds. Donc on a effectivement un souci important sur ces produits de haute technologie qui commencent à être progressivement pris en compte dans le fait que l'on essaye de déconstruire et non plus de recycler, on essaye de démonter et donc d'avoir dès l'étape de conception du produit, donc on envisage sa fin de vie, comme pour les voitures par exemple, ça se fait beaucoup maintenant, c'est tout à fait courant plutôt dans le monde automobile, d'envisager lorsqu'on construit un véhicule qu'il va falloir le déconstruire, le démonter de façon à pouvoir aider et faciliter donc, le recyclage des produits qui le constituent. Donc ça c'est quelque chose qui se fait par exemple, qui est tout à fait envisagé sur les véhicules électriques pour récupérer le lithium. Alors évidemment, il y a un intérêt économique évident, il y a aussi un intérêt environnemental, donc de diminuer donc, les impacts environnementaux. Et l'intérêt dans le cadre du développement, c'est de faire face à une demande qui ne peut qu'augmenter. La demande augmente naturellement dans ces produits de haute technologie parce qu'évidemment la population mondiale augmente, mais c'est aussi que le niveau de vie augmentant, on a une demande qui augmente encore plus vite que la population mondiale. Alors on le voit très facilement sur un certain nombre d'indicateurs, donc j'ai choisi de façon très subjective, on ne va pas rentrer dans les détails évidemment, mais quand on voit sur le métal qui est le plus utilisé, qui est le fer, qui est un métal qui semble être un métal très courant, très facile, mais qui est extrêmement intéressant pour montrer justement les tendances. Alors, le premier point, qui est la première figure plus exactement qui est en bas, c'est le fait que lorsqu'on regarde par exemple la production d'énergie et que l'on regarde la quantité donc, de fer, d'acier plus exactement, qui est nécessaire pour produire 1 mégawatt donc, de courant, et lorsque l'on va depuis un barrage hydroélectrique qui effectivement utilise de l'acier au niveau des bétons armés essentiellement, des turbines, mais bon, par rapport à la quantité de courant électrique produit, c'est relativement faible, et on voit que petit à petit, eh bien, on multiplie un facteur 3 à 4, même plus, entre l'hydroélectricité et l'énergie solaire, par exemple. Et effectivement, donc les énergies renouvelables sont des énergies qui consomment beaucoup de métaux, y compris des métaux de base qui ne sont pas les métaux centraux, notamment pour l'énergie solaire, et donc des métaux de base pour produire donc, ces nouvelles énergies. Donc ça, c'est effectivement l'autre aspect donc, de ces énergies vertes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la construction, les changements de construction vont amener des consommations de plus en plus importantes donc de béton par mètre carré construit, donc parce qu'il faut effectivement faire tenir ces tours. Et vous voyez ici aussi, on a un ordre de grandeur facilement qui va se passer entre des maisons à quelques étages, des constructions à quelques étages, et puis des tours qui peuvent être à plus d'une centaine d'étages. Et ce que l'on voit sur un pays qui est passionnant à voir d'un point de vue économique, qui est la Chine, comment cette influence
style de vie donc s'accompagne, où effectivement donc on voit effectivement une augmentation considérable donc, de la consommation d'acier en kilogrammes par mètre carré. Vous voyez, on passe à peu près de 10-15 à 60. Alors, ce que l'on dit pour les métaux, comme on parle des matières premières minérales, il faut le relativiser. Effectivement, on va voir qu'avec le temps, l'utilisation de certains métaux va baisser. L'utilisation des matières premières minérales continue à augmenter. Alors, continue à augmenter, donc on sépare ce qui relève essentiellement du BTP, du bâtiment travaux publics, donc tout ce qui va être donc ces matériaux, ces granulats au sens large, donc granulats et sable, donc, qui vont continuer évidemment avec l'urbanisation croissante. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de voir les minéraux non métalliques, c'est-à-dire en dehors des agrégats qui se détachent ici, que ces minéraux industriels dont on a parlé, par exemple pour faire du papier, pour faire des plastiques, pour faire des matériaux d'isolation, pour faire des matériaux de construction, on va effectivement avoir une demande qui va continuer à être extrêmement robuste avec le temps, avec l'urbanisation croissante et avec l'augmentation du niveau de vie. Donc c'est intéressant de voir que les différentes ressources minérales ont une évolution avec le temps qui est assez différente. On essaye effectivement au niveau des métaux d'avoir des avions de plus en plus légers ou des véhicules au sens large de plus en plus légers pour essayer justement de consommer moins d'énergie. Donc on va consommer moins de ces métaux pour cela. Et en revanche, d'autres technologies, c'est plus difficile de s'abstraire justement de la composante minérale. Alors pour faire face donc à une consommation qui est grandissante, il est intéressant de voir ce qui se passe. Alors on revient en Chine et on voit comment la Chine arrive à s'en sortir avec une production. Donc la Chine est un producteur majeur de minerais de fer. Elle a d'énormes gisements de fer, mais elle a une demande intérieure qui est bien supérieure à ce que la production intérieure peut faire. Donc ce qui est en bleu, c'est la production intérieure donc de ce minerai de fer qui augmente effectivement. On passe à peu près de 140 à près de 300, donc on a à peu près doublé. Donc en 10 ans, on double à peu près, un peu moins que doubler la production de fer. En revanche, pour répondre donc à l'augmentation de la demande, eh bien l'importation donc est ici en jaune. Vous voyez qu'elle est absolument considérable et la Chine est effectivement de très loin le premier acheteur de fer pour l'Australie. Et donc l'Australie a vu vraiment exploser sa production de fer à cause de l'exportation. Donc c'est effectivement un paramètre d'ajustement. Donc l'importation permet donc d'ajuster ainsi l'économie donc à la demande à l'offre. Et donc ça donne une carte du monde dans laquelle on va avoir des pays exportateurs qui sont en vert. Plus le vert est sombre, plus le pays sera exportateur. Donc on retrouve la Russie, on retrouve le Canada, les grands pays miniers en fait, l'Australie et puis le Brésil, avec donc des chiffres donc en millions de tonnes qui sont vraiment très importants. Et puis les pays importateurs qui sont donc en rouge, et là aussi, plus le rouge est sombre et plus ils sont importateurs. Donc on va retrouver l'Europe occidentale, effectivement, qui produit très peu et qui importe. On a aussi la Turquie. On a les États-Unis, qui est pourtant un pays minier actif, mais la demande intérieure est absolument considérable. Et puis on a l'Asie. On a l'Asie avec d'une part donc, le sous-continent indien, et puis la Chine. La Chine qui elle aussi est un acteur minier de premier plan. Pour certains métaux, la Chine a la quasi-exclusivité de ces métaux. Et malgré ça, l'expansion chinoise est tellement importante, on a déjà parlé dans les cours précédents, que la Chine est un importateur très important donc de minerais. Alors ce qui est intéressant, c'est après de voir donc, de quelle quantité on parle, de quelle qualité. Donc là, le temps passant, je ne vais pas trop aller dans les détails, vous le retrouverez donc sur Internet, mais cette courbe, enfin cette présentation a l'intérêt de nous montrer l'intégralité des ressources minérales et énergétiques produites au niveau mondial. Donc là, on est sur des quantités. Alors en dehors du pétrole et du gaz, on est sur des quantités qui sont exprimées donc, en kilotonnes. Donc on est avec, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les granulats qui sont à plus de 15 milliards donc,
15 milliards de tonnes, donc on est vraiment tout à fait commensurable avec donc les érosions à la surface de la Terre. On a un facteur 5 à peu près entre les deux. Donc l'homme transforme la surface de la Terre de façon de plus en plus importante, de plus en plus efficace. Et on va arriver évidemment, lorsqu'on sera, alors les diamants, ce n'est pas vraiment diamants uniquement, ce sont l'ensemble des pierres précieuses, évidemment, on est sur des quantités qui sont extrêmement faibles par rapport donc, à ces matériaux de base, donc essentiellement utilisés pour le BTP, et puis les grandes substances énergétiques. Donc c'est intéressant de voir effectivement normé sur la même, la même figure, ces métaux. Et lorsqu'on regarde la tête qui est zoomée ici, eh bien, vous voyez par exemple le scandium, on se trouve à quelques dizaines de kilos. C'est vraiment très très petit. Ce sont des métaux qui sont confidentiels, mais qui sont des métaux de très haute technologie, qui sont extrêmement recherchés. Donc c'est un contraste très différent en volume. C'est évidemment pareil au niveau de la valeur. On va avoir des ordres de grandeur, mais cette fois-ci, alors je n'ai pas du tout le temps de le commenter, ceux qui seront intéressés le regarderont sur le PDF qui va être mis avec le cours. La comparaison de ces deux figures est absolument passionnante parce qu'évidemment, les chiffres les plus gros en volume ne sont pas du tout les chiffres les plus gros en prix. C'est de très loin le pétrole qui est la substance qui va être le plus rentable, mais même des substances qui sont confidentielles, comme par exemple le platine ou l'or, vont se trouver avec des valeurs très importantes par rapport aux volumes qui sont extraits. Le souci que l'on a, parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de façon très optimiste, très, très positive, donc ce que je continuerai à être, mais on a quand même des soucis. On a des soucis parce que si les minéralogistes d'il y a 100 ans ou 150 ans revenaient, ils feraient un peu grise mine, parce que les morceaux de cuivre natif, les gigantesques pépites d'or ou d'argent qui faisaient le plaisir de tout prospecteur un petit peu chanceux quand même, ça évidemment c'est de l'histoire passée, c'est ce que l'on voit dans les livres, mais c'est plus du tout la vie de tous les jours. Et donc on verra plusieurs graphes de ce type-là, c'est-à-dire comment la concentration moyenne de minerais d'un métal évolue avec le temps. Donc là, on est sur un siècle, donc c'est intéressant parce qu'on commence à avoir justement le recul historique qu'il faut. Et vous voyez qu'en un siècle, on est divisé par 5. La teneur moyenne en cuivre des minerais extraits, donc c'est aux États-Unis, entre 2% et 0,5%. La ressource est de plus en plus diluée. Elle est de plus en plus liée, on verra tout à l'heure une conséquence environnementale très importante, puisqu'évidemment, ça va générer des quantités très importantes de déchets. Et alors, les acteurs, en même temps, les acteurs changent. C'est-à-dire que les grands acteurs historiques voient petit à petit leur rôle être moins important qu'avant. Par exemple, les États-Unis, qui étaient de très loin les principaux producteurs de cuivre pendant des décennies, et bien maintenant, c'est le Chili. Et puis le Chili, de très très loin, qui est maintenant le premier producteur de cuivre mondial. Mais il y a des pays qui sont de plus en plus importants. Et vous voyez qu'actuellement, c'est la Chine que l'on retrouve à nouveau, comme dans beaucoup de cas. La Chine devient le deuxième producteur maintenant et est passé au rang de deuxième producteur de cuivre dans le monde. Donc il y a une actualité, ça semble être un domaine qui n'évolue pas vite, c'est faux. Depuis 15 à 20 ans, on regarde les actualités minières, on les regarde peut-être pas à la journée, mais on les regarde à la semaine. C'est un domaine qui change effectivement beaucoup, et donc dans des évolutions qui nous concernent, même nous, au niveau Europe occidentale. Alors les impacts sur l'environnement, j'ai voulu mettre ce diagramme pour deux raisons. C'est d'une part pour montrer que l'on sait faire la part entre les impacts anthropiques et les impacts naturels. Alors, il s'agit d'ici d'une analyse sur un glacier historique, un glacier du nord des États-Unis, du Wyoming. La datation de cette carotte nous permet de la dater sur celle qui a été analysée, qui a fait l'objet de cette publication. On remonte à 1720 à peu près. Et on a donc un fond géochimique standard, qui est ici exprimé en gris. Et de temps en temps, on voit un pic, qui est ici dessiné en vert, pour bien le reconnaître. Ce pic peut être parfois très élevé, comme ici par exemple, mais il ne dure pas. Et ce sont les éruptions volcaniques. C'est tout simplement lié au fait que le mercure est un métal qui est volatile. Il va effectivement se concentrer dans les magmas, notamment dans les magmas acides. Et lorsque vous allez avoir une explosion, comme par exemple celle du mont Sainte-Hélène il y a un peu plus de 30 ans, cette explosion qui a fait littéralement exploser le volcan, puisqu'en gros les 2/3 du volcan ont disparu dans l'atmosphère avec l'explosion, avec l'éruption volcanique, on va avoir effectivement un pic en mercure dans l'atmosphère.
Et vous voyez que ce pic, il dure le temps de l'éruption. Là, c'est le Krakatoa, donc cette fameuse éruption qui a vu cycler au moins 2 fois les cendres autour de la Terre, les cendres volcaniques de ce volcan des îles de la Sonde, donc, qui ont ainsi véhiculé la composition de cette cendre sur le monde entier. Et donc ça dure quelques années, mais c'est tout. Alors, en revanche, le mercure lié à l'exploitation de l'or, parce que c'est une méthode justement pour extraire l'or, c'est qu'on va le chercher avec le mercure qui va dissoudre cet or, et ensuite on fait évaporer le mercure pour récupérer l'or au fond de la casserole. Évidemment, le mercure, en s'évaporant, il part dans l'atmosphère, et c'est cette tendance effectivement globale que vous voyez petit à petit, donc, avec cette exploitation du métal. Donc on distingue ainsi les impacts anthropiques qui sont progressivement importants et qui durent, avec les impacts naturels qui, eux, sont beaucoup plus instantanés. Ces impacts, il faudrait les intégrer sur l'ensemble du travail de traitement des minerais notamment que l'on fait, donc à partir de l'exploration et de l'exploitation, et toutes les étapes de traitement de minerais. Rassurez-vous, on ne va évidemment pas regarder ce diagramme en détail, mais c'était pour vous montrer, pour moi, l'intérêt de cette figure, c'était de vous montrer la complexité et le nombre d'étapes différentes que l'on a lorsqu'on va traiter les minerais, lorsqu'on va récupérer justement par exemple les cendres. Les cendres qui proviennent du traitement de minerais vont être retraitées à leur tour, et donc on va effectivement avoir donc, des cyclages multiples à l'intérieur de cette chaîne complexe. Les impacts miniers, en fait, donc là, on est dans la partie traitement, exploration et traitement. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi tout ce qui est process industriel en aval. Et puis j'ai rajouté, on a eu effectivement donc le séminaire fait par Pierre Toulouat sur le post-mine en France, sur les problèmes associés aux mines de fer en Lorraine notamment, donc avec les effondrements liés à ces exploitations. C'était aussi le cas, par exemple, de ce que l'on observe en région parisienne parfois, donc avec les carrières souterraines qui ont permis l'exploitation des pierres de construction. Donc on a différents impacts, et les impacts dont on a déjà parlé, on a parlé plus en détail donc sur les contaminations par les métaux lourds associés donc à cette industrie minière. Une ressource qui est mal partagée, on terminera le cours là-dessus justement tout à l'heure, une ressource qui est mal partagée entre les pays développés et les pays du Sud. La situation s'améliore, mais vous voyez qu'elle s'améliore lentement, on est sur 40 ans, 1950-1990, avec donc la proportion donc, de métal consommé par les pays développés et puis par les pays donc, en voie de développement, et vous voyez que donc, en pourcentage, c'est considérable, hein, mais on n'est quand même pas évidemment encore avec un vrai partage. Alors on va aborder un point, j'ai fait ce cours pour cela en fait, hein, c'est que très souvent lorsque vous entendez des informations, lorsque vous allez sur Internet, vous lisez des informations qui disent les ressources minérales sont en train de s'épuiser. L'an prochain, on va manquer de tel métal, dans 50 ans, dans 30 ans, dans 10 ans, on va manquer de tel métal, et ce sont des constituants majeurs, des matières premières majeures pour notre industrie, pour notre économie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire puisqu'on n'aura plus cette ressource? Donc on va essayer d'analyser justement ces arguments et ces craintes, effectivement, associées donc, aux matières premières minérales. Et ce tableau, en fait, il vient surtout pour illustrer les 2 premières phrases, dans lesquelles on distingue avec force 2 types de paramètres, qui sont d'une part les réserves qui concernent la quantité de métal que l'on peut extraire, que l'on peut traiter, que l'on peut utiliser. Donc lorsqu'on parle de réserves minières, c'est un volume dont on est sûr. Et qui est un sous-ensemble, en fait. Donc là, on est dans cette partie-là, c'est ce qui est démontré, mesuré, etc. Et donc avec une valeur économique. Et on va le séparer, ce n'est qu'un sous-ensemble, d'un ensemble beaucoup plus vaste, ce qu'on appelle les ressources minières, qui sont des concentrations que l'on va calculer, que l'on va apprécier de façon plus qualitative, dont on n'est pas du tout sûr qu'elles sont économiques, parce que ce n'est pas la question. La question, c'est de pouvoir localiser, de pouvoir évaluer plutôt les concentrations,
donc, qui pourraient être un jour éventuellement exploitées. Donc on distingue fortement les deux, réserves et ressources. Et les réserves, évidemment, les mineurs ne développent que des ressources qu'ils vont donc constituer en réserve, puisqu'ils vont pouvoir les explorer et voir si c'est rentable, que les réserves dont ils ont besoin. Donc on ne va pas commencer à chercher maintenant, en 2015, les réserves dont pourraient se servir nos enfants ou les enfants de nos enfants dans 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ce qui est important pour ça, ce sont les ressources. Et les ressources, elles sont effectivement immenses. Elles sont immenses, attention, elles ne sont peut-être pas avec la qualité des réserves actuelles, elles ne donneront peut-être pas des gisements aussi simples à exploiter. Ces gisements seront peut-être plus profonds, ils seront peut-être dans des coins beaucoup plus inhospitaliers, et surtout, la qualité du minerai fait qu'ils seront peut-être plus difficiles à exploiter. Donc il faudra trouver des méthodes de traitement appropriées. Mais ceci dit, on trouve et on continue à trouver des gisements qui sont en exploitation et qui, dans certains cas, ne correspondaient pas, quand on les a trouvés, à des modèles connus. Et très souvent, on a toujours quand même des surprises. C'est quand même un domaine, la prospection minière, il reste quand même un domaine où, j'allais dire la chance, alors on essaie de la guider au maximum, c'est vrai, mais c'est justement, enfin, quand même pas le domaine du tout de la certitude, et il y a beaucoup de risques économiques lorsqu'on est en train d'explorer donc, ces ressources. Donc, on explore les ressources, on exploite les réserves. Alors, ces ressources, eh bien, on les voit effectivement, on sait de plus en plus mieux les apprécier. Donc là, ce sont les réserves, donc ce qu'on en a exploité, justement, ce que l'on peut exploiter. Vous voyez qu'on a plus d'un ordre de grandeur en 40 ans. Donc ça, c'est lié, comme pour le pétrole, c'est lié au fait que les méthodes d'exploration se sont améliorées, les méthodes d'exploitation se sont améliorées, on sait descendre beaucoup plus profond, on sait traiter des minerais, comme je vous ai montré tout à l'heure, la qualité des minerais s'est énormément dégradée, on a des minerais qui sont beaucoup plus dilués, on sait maintenant les traiter. Donc autrefois, on ne les aurait pas traités. Très souvent, on retraite d'ailleurs maintenant des rebuts de mines, c'est-à-dire des minerais qui ont été extraits puis laissés de côté parce qu'ils n'étaient pas intéressants économiquement, alors que maintenant, on sait les traiter, on sait en extraire les métaux. Et donc, en parallèle du fait que ces réserves, c'est-à-dire les quantités que l'on peut exploiter, augmentent de façon considérable, eh bien, c'est pareil pour le recyclage. On voit que donc, au niveau le plus évolué, c'est-à-dire les ferrailles, donc là où vous avez vraiment du métal en quantité importante, les taux de recyclage pour des métaux comme par exemple l'aluminium ont été extrêmement améliorés donc, avec le temps. Donc une question, c'est est-ce qu'on peut prédire une fin à ces ressources minérales, c'est-à-dire qu'effectivement on a un pic où la production va être de plus en plus importante, et puis à un moment, eh bien, on arrivera, lorsqu'on sera arrivé au pic, lorsqu'on passera le temps passant, hein, si c'est le paramètre temps, on va avoir des métaux qui seront de plus en plus difficiles à extraire, et donc on va avoir donc, une production annuelle qui va progressivement baisser. Donc ça c'était donc, effectivement très souvent une crainte en fait, que l'on a et qui semble effectivement correspondre, et encore par exemple ici au niveau du cuivre, on est dans une phase ascendante, et donc effectivement ce que l'on prédit c'est que si cette équation est exacte, on va être dans quelques années au maximum du pic, et ensuite progressivement donc, la production du cuivre australien va baisser jusqu'à s'annuler. Et lorsque la production baisse selon un modèle, eh bien, il faut effectivement changer totalement de type de développement économique, parce qu'on ne peut pas donc s'appuyer sur ce métal pour continuer à utiliser ce métal avec les technologies classiques, sinon effectivement on ne pourra plus fabriquer plutôt de produits. Ce que je vous ai montré pour le cuivre américain, c'est valable pour tous les pays. Cette tendance à la diminution de la concentration donc du cuivre donc sur une durée qui cette fois-ci donc est supérieure à un siècle, elle est vraiment très importante. L'intérêt d'aller au XIXe siècle, c'est qu'autrefois on montait sur des concentrations qui étaient absolument spectaculaires. C'était lié au fait que les prospecteurs n'avaient pas de laboratoire d'analyse chimique à leur disposition, donc ils ne s'arrêtaient que sur les gisements qui étaient vraiment extrêmement apparents, donnant des métaux qui étaient visibles, hein, parce que vous êtes avec des teneurs moyennes à 8-9% de cuivre, vous avez de fortes chances effectivement de voir tout à l'œil nu. Donc ce sont des choses qui évidemment ont totalement disparu maintenant. On se trouve dans des concentrations plus. Donc c'est une tendance générale observée dans tous les pays du monde, donc Australie, Canada par exemple, et USA, qui sont des producteurs majeurs donc, de ces minerais. Cependant, les ressources sont absolument considérables. Je
dit pas les réserves. Les ressources sont considérables, donc on n'a pas de souci. On sait que pour toutes les substances, on a effectivement la quantité qui continue à exister. Et ça, donc, c'est associé au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on sait beaucoup mieux explorer, beaucoup mieux exploiter, beaucoup mieux reconnaître donc cette ressource. Et l'on va par exemple aller en profondeur, on va continuer à exploiter les mines de plus en plus en profondeur. On va parfois les trouver alors que les gisements étaient totalement cachés, c'est-à-dire là par exemple, donc je cite une mine qui est probablement la plus grande mine du monde, Olympic Dam, qui est dans le sud australien, qui a été trouvée il y a une quarantaine d'années, alors qu'on ne voyait absolument rien en surface. Il y a 300 mètres de stérile de terrain qui ne portent aucune anomalie. C'était juste un raisonnement de géophysique qui a permis de mettre en évidence ce gisement, qui est le premier gisement du monde en réserve au niveau de l'uranium, qui est le 4e gisement du monde au niveau du cuivre, et qui est un gisement de classe mondiale en or et en argent. Vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a donc des réserves qui sont absolument phénoménales, et pourtant on ne voyait rien du tout en surface. Donc on a sur un gisement qui n'était pas du tout prédit par les modèles métallogéniques classiques, donc on continue à avoir encore ces surprises qui existent. Donc ça, c'est parce que l'on sait effectivement maintenant appréhender de façon beaucoup plus quantitative le comportement, la nature plutôt de la croûte terrestre, donc en descendant plus en profondeur. Et puis, c'est ce que vous avez entendu pour ceux qui étaient là la dernière fois avec Christian Imbaud, donc qui s'occupe justement des traitements de minerais en Nouvelle-Calédonie, c'est que le fait que l'on change de type de traitement de minerais nous offre la possibilité d'avoir accès à de nouvelles ressources. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les gisements latéritiques. Et en plus, on a des process qui sont beaucoup plus économes, beaucoup moins dépensiers en énergie, comme vous voulez. Vous voyez que c'est quand même un facteur 10 absolument considérable par rapport à la pyrométallurgie lorsque vous allez vouloir fondre effectivement le minerai. Donc, le tableau n'est pas aussi noir. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu effectivement ces discussions ? Ça part de concepts qui sont apparus dans les années 50. C'est Kingebert qui les avait développés, qui avait développé cette notion de pic de production. Et lui, ce qu'il voyait quand il a publié son étude qui a vraiment fait beaucoup discuter, donc non seulement le monde géologique, mais les médias, lui, ce qu'il prévoyait, c'était donc une fin du pétrole dans les années, bientôt, dans les années 2020-2030, mais avec une production qui était quasiment nulle, même déjà maintenant. Et lui, ce qu'il voyait à l'époque, c'était donc l'énergie nucléaire qui prenait le relais intégral donc du pétrole, même en augmentant par rapport à la production actuelle de pétrole. Et alors son argument sur le pétrole, ça s'explique parce que le pétrole, contrairement aux métaux qui, eux, sont répartis même sur tout le volume de la planète Terre, les hydrocarbures, eux, proviennent de la transformation de matière organique d'origine biologique. Donc on est non seulement dans la partie supérieure de la croûte continentale, mais en plus, c'est un constituant très minoritaire, en fait, puisqu'il a fallu une activité biologique, et puis on a fallu ensuite une maturation adéquate de cette matière organique. Donc on a effectivement un stock, donc une ressource primaire qui est beaucoup plus limitée que ce que l'on peut avoir même pour des métaux qui sont des métaux stratégiques ou des métaux en très faible concentration. Donc ce concept ne s'applique pas du tout donc avec la même force, en tout cas n'a pas du tout la même valeur que pour une ressource qui est par définition limitée, comme les ressources en hydrocarbures. Alors, lorsqu'on regarde effectivement donc certains auteurs, on a effectivement des annonces assez alarmistes sur le fait que on a la fin annoncée pour un certain nombre de métaux. Alors, ici, c'est reporté en chiffres. Là, c'est reporté donc, sur un diagramme. Donc, là, c'est un petit peu loin peut-être pour vous, mais c'est 1995, 2005, 2015. Voilà, on est ici. Donc, ça devrait être la fin du hafnium et très bientôt la fin de l'argent. Et puis voilà, donc sur les décennies à venir, petit à petit, donc les métaux s'éteignent progressivement. Et donc ça effectivement, ça repose sur les réserves qui sont actuellement exploitées. Et ça ignore totalement le fait que lorsque le prix du métal va un peu augmenter, puisque la ressource va devenir, l'exploitation va produire de moins en moins de métal, le prix du métal augmentant, ça va justifier la mise en exploitation, et en tout cas déjà une prospection plus fine, puis la mise en exploitation de nouveaux gisements qui vont justement utiliser cette ressource. Donc là, on verra tout à l'heure justement le futur de ces ressources. Donc c'est le renouvellement en fait de ces stocks qui fait qu'on
on n'envisage absolument pas, ces chiffres n'ont pas d'existence réelle en fait, on n'envisage pas du tout la fin, tout simplement, de la production de ces métaux. Et donc, où est le problème? Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout dans le fait qu'on n'aura plus de métaux. Le problème, il va être que les métaux que l'on va exploiter dans le futur, ils vont impacter l'environnement. Donc, on va avoir effectivement des contraintes environnementales à respecter. On va avoir des contraintes sociétales. On en parlera brièvement tout à l'heure. On n'a pas le temps de tout développer. Mais il y a par exemple les relations avec les peuples premiers dans un certain nombre de pays. Et donc, on sait effectivement qu'on va avoir un problème pour travailler des minerais qui vont être de plus en plus dilués, qui vont donc impacter de plus en plus l'environnement. Et donc c'est pour ça que le recyclage, vous voyez entre parenthèses, 4 gigatonnes de déchets, donc on est encore sur des quantités considérables de déchets à gérer, et donc autant de ressources qui sont potentiellement inutilisables. Et donc l'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure. Ces minerais, ils nous concernent parce que donc ils deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Donc je vais peut-être passer parce que le temps passe un petit peu. Et ils vont donc nous coûter de plus en plus. Ils vont nous coûter de plus en plus lorsque l'on regarde la consommation en eau. Donc ici c'est 0 et vous voyez on arrive pratiquement à 10 000. Donc lorsqu'on avait un minerai qui était riche, normé par rapport, par exemple ici c'est un minerai d'or, normé par rapport à la concentration en or, on ne dépensait pas beaucoup d'eau. Et vous voyez que plus le minerai va être pauvre, ce qui est ce que je vous montrais tout à l'heure, et plus vous allez consommer d'eau. Donc ça va être un problème. Et pour Olympic Dam, par exemple, la mine géante dont je vous parlais tout à l'heure dans le sud australien, c'est effectivement le problème majeur actuellement. Le problème n'est pas de trouver de la ressource, le problème actuellement c'est de trouver de l'eau pour continuer en quantité suffisante pour exploiter cette mine géante et avec des réserves en métal qui sont absolument considérables. Mais vous voyez que l'intendance en eau ne suit pas, si je peux me permettre de parler comme ça. Et puisqu'on est concerné par l'or, actuellement on extrait l'or en utilisant une complexation par des cyanures qui permettent effectivement de récupérer le métal. Et bien là aussi, lorsque la concentration en métal va baisser et on est de plus en plus dans ces minerais pauvres, entre guillemets, donc pour traiter, là aussi, donc on va avoir, vous voyez que ce sont des ordres de grandeur donc, dans la quantité de cyanure et donc d'effluents à traiter, évidemment, on ne va pas relâcher du cyanure dans la nature, donc d'effluents à traiter lorsqu'on va être concerné par ces minerais qui sont ces minerais plus pauvres qu'avant. Et alors ce qui est intéressant, c'est donc de comparer ce que j'appelle la production brute et la production nette. La production brute, c'est ce que vous allez extraire d'une mine, et la production nette, c'est le métal. Et vous voyez que dans certains cas, le nickel, voici l'or par exemple, donc le zinc est ici, et le cuivre est là. Même pour un métal comme le cuivre, qui est exploité en quantité considérable, vous avez du mal à voir le métal qui a été produit, qui serait en clair, que vous voyez ici par exemple pour la bauxite ou pour les argiles, on voit bien qu'on a relativement peu de déchets, le déchet c'est ce qui est sombre. Alors que le cuivre, le nickel, l'or, le zinc, vous ne voyez quasiment que le déchet, tellement la quantité de métal qui est extraite est faible. Donc ça veut dire que vous allez avoir des quantités considérables de déchets qu'il va évidemment falloir gérer. Ces déchets vont impacter l'environnement, vont relâcher les métaux qui sont associés donc, à l'élément que vous voulez récupérer. Donc on a effectivement des soucis qui sont extrêmement importants. Donc ça va être une limitation parce qu'évidemment, ça va augmenter le coût de l'exploitation. Le minerai, on continue à savoir le traiter, mais en revanche, en aval, il va falloir traiter et stabiliser donc, les déchets donc, venant de cette exploitation. Je vais terminer ce cours par une thématique qui a pas mal défrayé la chronique, qui sont les minerais qui sont exploités en Afrique orientale, centrale orientale, donc en République démocratique du Congo. Ceux qui étaient présents à la leçon inaugurale ont probablement entendu justement les inquiétudes de l'administrateur du Collège de France sur l'impact qu'avait l'exploitation sauvage de ces métaux de haute technologie, qui entretient une guerre, et donc vous voyez avec une guerre qui effectivement a fait des millions de morts, puisqu'on évalue à plus de 5 millions de morts cette seconde guerre du Congo.
et donc qui a effectivement secoué la communauté internationale, y compris la communauté politique internationale. Donc on va essayer de voir de façon, en quelques étapes, donc la façon dont on peut analyser cette situation. Là d'abord cette photographie, bon, je ne montrerai pas d'autres, hein, ce n'est pas du tout le but de ce cours. Cette photographie vous montre les conditions dans lesquelles sont exploitées lorsque ce n'est pas totalement officiel, disons, pour parler pudiquement, ces ressources, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucun soutènement. Ce sont des conditions de travail qui sont vraiment absolument dramatiques, avec un nombre de morts et de blessés, enfin des impacts humains qui sont vraiment absolument considérables. On travaille dans des conditions qui sont vraiment très limites. Le minerai est extrêmement rentable et effectivement, donc le mineur va pouvoir gagner un petit peu d'argent, c'est évidemment rien du tout par rapport à ce que l'acheteur de ce minerai va gagner. Mais bon, c'est effectivement une activité importante au niveau local. Alors, le métal qui se trouve derrière, c'est le tantal. Le tantal, on s'en sert beaucoup pour tous les matériaux de haute technologie. C'est un métal qui faisait sourire il y a 30-40 ans. C'est très intéressant quand on arrive à un certain âge parce qu'on se souvient justement de sourires amusés lorsqu'on évoquait il y a 50 ans, 30 ans, 20 ans même, certains métaux, où vraiment, franchement, les gens vous disaient, franchement, on ne voit pas très très bien à quoi sert ce métal. Et maintenant, ces métaux sont des métaux absolument centraux pour développer des nouvelles technologies. Et avec l'avènement, par exemple, des véhicules électriques, des nouveaux types d'aéronefs ultra légers, on voit arriver même de nouveaux métaux qui étaient extrêmement marginaux et qui vont devenir centraux pour toutes ces nouvelles technologies. Alors, le tantal, il y a eu un problème qui est associé au fait que l'Australie, qui était un des principaux producteurs de tantal, vous voyez jusque les niveaux sur lesquels on était, et donc le niveau est l'Australie maintenant, donc on est un facteur 10 pratiquement donc dans les années 2010 par rapport à ce que c'était dans les années 2000. L'Australie, le producteur de tantal australien, c'est qu'une seule mine très importante, a arrêté la production pour des raisons économiques et a arrêté totalement la production. Donc ça, c'est assez rare dans le monde minier. Donc on a un arrêt total de l'exportation de tantal et de l'utilisation du tantal donc en Australie. Alors ce qui est très intéressant dans ce diagramme, c'est que, après on dit, bon, ben, c'est pas grave, hein, ben, il reste justement les pays d'Afrique centrale donc, qui se trouvent ici, donc la République démocratique du Congo et des pays voisins. Et puis il y a le Brésil qui effectivement, lui aussi en une seule mine, arrive à produire du tantal avec le cousin du tantal qui est le niobium. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites l'addition de ce métal qui est produit, vous dites, attendez, c'est beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on s'en servait peut-être moins que maintenant, mais on produisait beaucoup plus de tantal. Donc il y a un os. Et vous voyez, le petit problème, c'est qu'effectivement, l'utilisation plutôt du tantal a explosé depuis 10 ans, et officiellement, en tout cas, les chiffres semblent s'être effondrés. Donc il y a une fuite. Et la fuite, c'est effectivement, alors ce n'est pas du tout trop le but du cours, on ne peut pas trop parler de choses dont on n'a pas la preuve, mais on a justement une contradiction ici entre donc, la production et la consommation. Et alors là, il y a quelques études qui se sont frottées donc, à la production de ce tantal donc, en République démocratique du Congo. La seule chose que je voudrais montrer, donc là ce sont des productions donc, en tonnes, c'est que selon les organismes, eh bien, on va avoir des valeurs qui sont différentes. Hein. Donc, alors qu'il s'agit donc de production, donc en dehors de l'exportation qui est ici, c'est en dehors de ce qui est ici. Donc ce qui est exporté, effectivement, est plus important que ce qui est produit. Et puis les différentes évaluations de production n'ont pas les mêmes valeurs. Donc effectivement, on a un problème avec ce tantal, hein, qui est effectivement un problème qui est lié à une contrebande. Et donc, devant ça, le gouvernement américain a décidé a fait passer une loi qui a été votée donc en 2012, en juillet 2012 exactement, pour demander une traçabilité donc, à tous les fabricants donc, qui utilisent des dispositifs qui ont du tantal dedans. Et donc c'est la loi Dodd-Frank qui a été passée et qui fait une obligation donc, de traçabilité pour tous les industriels, alors attention, les industriels qui transforment, c'est-à-dire les industriels qui vont fabriquer des composants ou qui modifient ces composants. Si ce sont simplement des assembleurs, ils n'ont pas à justifier donc l'origine de leur produit, donc c'est assez subtil. Alors tous les fabricants de composants sont évidemment concernés, et dans les fabricants de produits finis comme Apple ou Microsoft, etc., ça dépend, certains matériaux ont été quand même transformés, d'autres sont simplement assemblés.
Donc c'est un petit peu compliqué parce que le producteur de composants doit se retourner vers le raffineur, qui lui-même va aller chez le premier fondeur, le fondeur qui traite le minerai, et qui lui doit savoir d'où vient le minerai qui est entré dans son four. Et donc il y avait une controverse, il y a toujours une controverse pour dire comment est-ce que l'on peut contrôler au mieux la provenance de ces minerais, sachant que lorsque vous êtes fabricant de composants électroniques, le minerai, il est loin. Vous avez plusieurs barrières et donc ce seront surtout des documents en papier que vous allez avoir, donc des certificats qui vous disent d'où vient le minerai. Donc l'idée qui avait été initiale mais qui n'a pas été retenue notamment par le gouvernement américain, c'était d'utiliser notamment des méthodes géochimiques pour tracer l'origine de ces minerais que l'on sait tracer géochimiquement. Et il y a un endroit où on peut le faire, c'est ici, c'est à la première fusion. Lorsque le minerai arrive au niveau de la métallurgie, il y a très peu d'usines qui sont capables de traiter le tantale au monde. C'est un métal qui est un métal réfractaire, donc avec une température de fusion qui est très élevé, on n'est pas du tout dans le cuivre ou dans le fer, ce n'est pas du tout standard, et il y a un nombre d'usines dans le monde qui est évalué entre 5 et 10, donc il y a très peu d'endroits justement qui auraient pu être concernés si on avait impliqué ou obligé le contrôle à ce niveau-là plutôt que de le mettre ici, parce qu'ici vous voyez un nombre d'entreprises qui est important et qui est probablement faible par rapport à l'ensemble des entreprises qui fabriquent des composants électroniques. Donc c'était là. Bon, c'est la discussion qu'il y a entre les deux, et vous voyez qu'effectivement, on avait la possibilité de tracer l'origine de ce tantale. Alors, au-delà du tantale, il y a les fameux, donc, ce qu'on appelle les 3TG. Alors, ça, malheureusement, c'est valable que pour l'anglais, hein, c'est-à-dire l'étain, le tungstène et le tantale, avec l'or. Et donc, ce sont des métaux de haute technologie qui font l'objet d'une contrebande redoutable donc dans un certain nombre de pays et qui montre encore une fois, donc c'est un diagramme que j'aime bien qui va juste sortir, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui montre encore une fois la prédominance de la Chine, par exemple pour le tungstène ou pour l'étain. La Chine est aussi un des producteurs majeurs. Vous voyez, pour le tungstène, on se trouve quasiment, enfin, on est en quasi-monopole. Et ces métaux, qui effectivement ne disent peut-être pas grand-chose. On va les retrouver. On les trouvait par exemple dans les ordinateurs portables, dans les tablettes, dans les smartphones. On les retrouve dans pratiquement tous les instruments de la vie courante. Alors avec des concentrations qui sont faibles. Hein, donc là, on est en grammes par produit. Hein. Donc effectivement, si vous récupérez l'or qui est dans votre smartphone, vous ne serez pas très riche parce que 0,02 grammes, ça ne fait pas des fortunes. Mais multiplié par le nombre de téléphones portables, évidemment, ça devient significatif. Et ces concentrations en or, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont très fortement baissé en une dizaine d'années. C'est vrai que les fabricants donc, de ces matériaux essayent de les substituer par des matériaux de propriété analogue, mais évidemment beaucoup moins chers. Donc on va retrouver justement par exemple le tantale, ben le voici. Il est effectivement un constituant très important, par exemple des serveurs informatiques. Alors attention, évidemment ça varie selon les producteurs, hein, ça varie selon les technologies, donc vous avez ici la déviation standard qui évidemment est très importante. Donc c'est là-dessus donc on va terminer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une initiative internationale, alors c'est pas uniquement lié à cette affaire du tantale dans le Congo. Il y a différents problèmes qui étaient apparus dans le milieu minier. Mais il y a plutôt, ce n'est pas le passé, c'est le présent, une initiative pour rendre transparent la comptabilité des grands groupes miniers et les comptabilités donc, que les États peuvent regarder donc, pour voir ce qui rentre effectivement dans leur caisse, si c'est commensurable avec la réalité de l'activité minière. Alors, cette initiative pour la transparence des industries extractives, donc, qui s'appelle AIT donc en anglais, donc, elle regroupe des pays qui sont candidats, donc vous voyez les États-Unis par exemple ou la Colombie ici, des pays qui sont en vert, qui en sont membres. Alors c'est intéressant parce qu'on voit justement que la République démocratique du Congo vient d'y être. Elle avait été suspendue elle était candidate jusqu'en 2013. Elle a été suspendue pour des raisons que je n'ai pas trop le temps d'expliquer, elle a été suspendue pendant 1 an. Et donc depuis 2014, en revanche, elle est membre donc, à part entière de ce consortium pour la transparence. Et on va voir justement l'impact qu'a cette démarche justement sur la comptabilité publique de la RDC. Et vous avez donc des pays qui ont été suspendus, qui en sont sortis. Donc il y a
pour l'instant très peu de pays, mais c'est effectivement une menace. Et on dit qu'effectivement, si vos documents financiers ne sont pas suffisamment transparents pour qu'on comprenne, qu'on comprenne ce que vous gagnez, ce que vous reversent plutôt les industries minières, et donc les groupes miniers seront à ce moment-là montrés du doigt, et les pays sortiront de cette entente, et tout le monde le voit. Donc c'est effectivement mettre sur la place publique, donc mettre sur la place publique les comptes donc, dans le cadre d'une gestion responsable donc, rapportés par ces ressources, et donc des rapports qui sont disponibles sur Internet, que tout le monde peut retrouver, c'est très bien géré, donc vous avez pays par pays, et vous allez avoir donc ainsi donc, les possibilités de vérifier, donc, de voir ce qui est rentré justement grâce à ces activités minières. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que lorsqu'on est avec un pays comme la RDC, vous aviez, avant justement cette initiative de transparence, l'État récupérait, je dirais à peu près 250 millions à 300 millions donc, de dollars de revenus liés à l'industrie minière. Eh bien, par miracle, alors que la production n'a peut-être pas autant explosé, on se trouve actuellement à 1500 millions de dollars, c'est-à-dire un revenu absolument considérable. On discute en 3 ans, ce n'est pas une augmentation sur une durée très importante. Donc effectivement, on voit que même si c'est sensible, enfin, on n'est pas naïf, on sait que ce n'est pas l'intégralité de ce qui est déclaré, mais on voit quand même si ce n'est pas parfait, on voit qu'il y a quand même une tendance vraiment très intéressante, que les revenus de ce qui est exploité sur des territoires comme par exemple la RDC, eh bien, ces revenus reviennent là où ils doivent revenir, c'est-à-dire au pays qui héberge justement l'endroit où on exploite ces ressources. Donc c'était pour ça qu'il était important de bien décortiquer donc, ces différentes étapes. Voilà, et donc je termine, le dernier transparent, c'est ça, c'est qu'effectivement la durabilité, il aurait fallu plusieurs cours pour en parler. C'est effectivement, comme toujours, le développement durable, il y a des composantes qui sont multiples. On essaiera d'en revoir. Donc, par exemple, on parlera notamment du recyclage et puis de l'usage des terres, parce qu'il y a un souci qui est qu'une fois que la terre a été utilisée, il faut pouvoir la rendre à son usage premier, qui n'était pas du tout minier. On a effectivement beaucoup de domaines dont je n'ai pas parlé, parce qu'en tant que minéralogiste, je ne suis pas non plus totalement qualifié pour ça. Les relations, par exemple, avec les communautés locales, les questions donc, de biodiversité, et donc on retrouve en revanche effectivement des domaines dont on a parlé, donc avec les problèmes du risque et de la contamination, et donc les problèmes de cycle de vie que l'on verra avec le recyclage. Voilà, je vous remercie. On va avoir juste après moi, donc on va avoir Anne Dutilleul qui va nous faire un séminaire donc sur les ressources minières dans les territoires d'outre-mer. Donc Anne Dutilleul est ingénieure générale des mines et donc elle travaille au ministère des Outre-mer et elle s'occupe des grands projets miniers, donc, que la France a dans les territoires d'outre-mer avec la spécificité ultramarine. Et donc Madame Dutilleul est connue pour des gens de ma génération parce que c'était Anne Chopinet et c'était donc la première femme qui est rentrée à l'école polytechnique. Voilà, je vous remercie.